L'exposé que je vous ferai aujourd'hui, Le droit dans les choses, le futur du droit, a pour but véritablement d'introduire le sujet, un sujet que par ailleurs nous ne maîtrisons nous-mêmes pas tout à fait, puisque les séminaires que nous organisons, les cycles de conférences que nous organisons chaque année, ont vocation à être un peu un laboratoire préalable aux recherches qu'on mène au sein du Centre Perelman de philosophie du droit, et depuis un certain nombre d'années déjà maintenant, autour de ce qui constitue un des axes de recherche principaux que nous avons, qui concerne le droit global. Je le dis pour certaines têtes sont connues, certaines personnes assistent chaque année au séminaire. Donc, il y a évidemment des liens entre les différents séminaires qui sont conduits. Et parmi les hypothèses que nous développons dans ce programme droit global, je ne vais pas dans le détail, c'est simplement il y a une hypothèse qui consiste à dire qu'avec la mondialisation n'entraîne pas simplement une transformation de l'échelle des normes et des régulations, elle entraîne également une transformation de la nature des normes qui sont utilisées pour remplir ou prendre en charge les fonctions du droit. Alors, ce cycle de conférences-ci s'inscrit typiquement dans la suite de séminaires antérieurs. J'en mentionne ici, évidemment, 3 qui sont particulièrement liés. En 2008, gouverné par les standards et les indicateurs, où nous étions interrogés sur le rôle des normes techniques et des indicateurs de tous ordres dans la régulation des comportements. Le séminaire de 2014 sur les nouveaux métiers de l'avocat, qui nous avait fait découvrir, notamment dans certains domaines bien particuliers, le rôle du big data ou du knowledge management dans la mise en place d'instruments, notamment de contrats standardisés. Et l'année dernière, une sorte de séminaire de synthèse qui avait été réalisé avec l'ensemble des membres du Centre sur les grands défis de la justice et du droit global. Alors cette année donc, on s'intéresse au futur du droit, ça toujours, mais plus spécialement aux interactions entre le développement du droit et des régulations et les nouvelles technologies, je dirais, et plus spécifiquement, on a mentionné le big data, les algorithmes et la robotisation. Alors, les hypothèses de base de ce séminaire, je dirais que la première hypothèse, c'est que ce qu'on observe, c'est que le développement technologique conduit à inscrire de plus en plus la norme ou à rendre nécessaire l'inscription de la norme directement, et je m'en expliquerai, directement dans les objets et les dispositifs techniques. Que cette inscription des normes dans les objets et les dispositifs techniques, eh bien, ouvre un nouveau chapitre d'une histoire qui n'est pas nouvelle, qui est la concurrence entre un modèle que vous connaissez tous pour avoir suivi le cours de Benoît Friedman, qui serait, mais je l'élargis un petit peu, une approche herméneutique du droit, et d'autre part, ce qui se dessine à plusieurs égards, et qui serait un modèle techno-managérial du droit, qui peut se manifester de plusieurs manières et se manifeste notamment dans ces nouvelles technologies. Et dernier élément, que cette transformation des régulations, cette intégration des normes dans les dispositifs techniques n'est pas simplement une question technique, mais constitue en réalité un véritable projet de société et de gouvernement des hommes et des choses. Alors, je partirai de ce grand partage qu'on a souvent évoqué, ce grand partage qui est constitutif, à certains égards, de la manière dont la modernité et nous-mêmes, nous appréhendons notre rapport au monde et les grandes distinctions entre des catégories qui apparaissent comme structurantes pour notre rapport au monde. Ces grandes catégories, on peut les mentionner simplement sous des thèmes généraux, de la nature et de la culture, se développent ou peuvent être spécifiées et déclinées en différentes oppositions. La nature s'oppose à la culture, comme les faits s'opposent aux normes, comme les objets s'opposent aux sujets, comme la nécessité s'oppose à la liberté, comme les sciences exactes
s'oppose aux sciences morales et politiques, comme l'hétéronomie s'oppose à l'autonomie, et notamment à l'autonomie de la volonté, comme les sciences polytechniques s'opposent peut-être à la science du droit. Ce programme de distinction que vous connaissez, en tout cas dans lequel vous vivez, qui vous fait par exemple dire qu'il y a des questions de droit et des questions de fait, et ce genre de choses-là, ce modèle-là, eh bien, finalement, ce programme de distinction, de purification des choses n'a jamais été tout à fait réalisé, mais néanmoins, il demeure une matrice conceptuelle très importante qui fait que lorsque nous observons un certain nombre de phénomènes, nous avons tendance à nous appuyer, au fond, sur ces distinctions tranchées qui ne le sont peut-être pas toujours autant. Je poursuis. Ce grand partage, je vous ai dit, distinction entre les faits et les normes, les objets, les sujets, etc., fait que forcément le titre de cette conférence, Le droit dans les choses, le futur du droit, peut apparaître comme un petit peu hétérodoxe, en ceci que s'il y a bien une chose qui ne peut pas y avoir dans les choses, c'est le droit, parce que le droit est dans le domaine des normes et que les normes ne peuvent pas se trouver dans les faits. C'est évidemment quelque chose de tout à fait moderne, puisqu'il a existé, et il existe d'ailleurs, il a d'ailleurs toujours existé un certain nombre de prétentions considérant que, de personnes qui prétendaient qu'il existait des normes directement dans le monde qui nous étaient accessibles. C'est évidemment, pour ceux qui s'en souviennent, le droit naturel antique, avec cette idée qu'il existe un droit conforme à l'ordre des choses, à l'organisation du monde, un cosmos organisé. C'est évidemment le droit naturel animiste qui impute des volontés aux choses et aux êtres. Et en principe, ce grand partage moderne que j'évoquais précédemment a vocation à mettre fin à ces conceptions d'un droit dans les choses. Et pourtant, comme je vous le disais, en réalité, ce programme ou cette idée d'un droit dans les choses a continué à exister au point que j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, nous examinons la troisième génération de ce qui pourrait être le droit dans les choses. Le droit antique, j'en ai parlé, le droit dans la nature, le droit naturel ancien, il existe un droit dans la nature, dans le cosmos, dans l'ordre régulé du monde. La deuxième génération, qui n'est pas si ancienne que ça, qui date en fait du 19e siècle, avec cette idée qu'il existe un droit dans la nature, mais dans la nature sociale, ce droit sociologique, qui est à la base du tournant sociologique du droit, où on considère qu'il existe dans la nature sociale, dans le mode d'auto-organisation des communautés humaines, un droit spontané qui est généré par les interactions entre les personnes et qui est donc un droit qui émane des faits que j'aborderai aujourd'hui. Troisième génération, le droit dans les choses et les dispositifs techniques, ce qui a donné lieu à un vocabulaire foisonnant. On a pu parler de technorégulation, de ambient law, plus récemment, Hildebrand, que vous entendrez ici à la fin du séminaire, alors je dirais droit dans les choses 3.0, ou parfois aussi droit automatique. Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de parler des cas où, au fond, des contraintes de comportement nous sont imposées parce qu'ils sont intégrés dans la nature technique des objets que nous expérimentons. Alors, ce droit dans les choses 3.0, je vous donnerai beaucoup d'exemples ensuite, mais se distingue spécialement d'autres manifestations du droit dans les choses que j'ai évoquées. Premièrement, ce n'est pas du tout l'idée d'un droit qui protégerait contre les pouvoirs des hommes, un droit qui serait antérieur à l'humanité et qui permettrait, par exemple, à Antigone de se défendre contre le méchant Créon qui a violé les lois ancestrales de la société. Ce n'est pas non plus le droit vivant des communautés qui permettrait aux communautés de s'opposer à des nouvelles normes de droit positif. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est un droit construit et élaboré, et qui est construit et élaboré parce qu'on a la capacité, on a acquis les capacités, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire, d'un point de vue technique, de modifier l'environnement et la nature des objets dans le but de leur faire jouer un rôle de régulation. Ce droit d'une troisième nature
est intégralement construit. Ce droit qui procède de la technique est intégralement construit, à la différence de ces autres supposés droits dans les objets ou droits dans les choses que j'ai mentionnés précédemment. Il est donc aussi intégralement positif, au sens où il n'est pas naturel, il suppose, alors cette fois-ci, aussi un déplacement qui suppose donc d'étudier le droit non plus dans les livres. Vous savez, c'est l'habitude d'opposer le droit dans les livres tels qu'on les étudie dans une faculté de droit et le droit tel qu'il se pratique. Donc il s'agit de quitter le droit dans les livres, non pas pour aller examiner ce qu'on appelle le droit en action, qui était de dire il faut examiner comment les juridictions décident des différents cas pour avoir une véritable connaissance du droit et pas se limiter à l'examen des textes et du code, mais examiner le droit dans d'autres technologies, le droit tel qu'il est éventuellement implémenté dans des dispositifs techniques. Ceci consiste essentiellement, pour ce qui nous concerne, à examiner parmi les différentes manières qui existent pour réguler le comportement des individus, de s'intéresser spécialement à ce que Lawrence Lessig a appelé la régulation par l'architecture. J'explique brièvement. Lawrence Lessig, dans un ouvrage célèbre, Code and Other Law of the Internet, a expliqué qu'il y avait, en gros, alors on pourrait démultiplier les catégories, mais qu'il y avait différentes manières de réguler les comportements, qu'il existait bien sûr le droit, qui était une manière de contrôler et de diriger les comportements en édictant des normes et en assurant leur respect, qu'il existait des normes sociales qui organisent nos comportements, qui régulent nos comportements, les règles de bienséance par exemple, qu'il existait des normes ou des règles qui proviennent du marché. Au fond, c'est l'idée que les prix qui sont affichés, les prix des produits, dirigent nos comportements parce que nous aurons tendance à vouloir acheter, par exemple, moins cher un produit, et donc on va être poussé à mener telle ou telle action. Et, dernier élément, le contrôle par l'architecture, et l'exemple de Lessig visait essentiellement, ce contrôle par l'architecture visait essentiellement la régulation de l'Internet, puis c'est ce qui l'intéressait. Il s'agissait de dire, au fond, lorsqu'on est dans un environnement informatique, lorsque vous êtes sur Internet, votre comportement sur Internet, il est régulé non pas nécessairement parce qu'il y a des lois, mais il est régulé parce qu'on limite le type d'acte que vous pouvez poser, parce qu'au fond, vous êtes toujours dans des scénarios qui sont préconstruits pour vous. Vous devez vous enregistrer, vous ne pouvez pas décider de finalement intégrer une nouvelle pour l'académie. Vous devez donner votre nom, votre prénom, votre adresse email, mais si vous voulez également mentionner d'autres éléments, cela est tout à fait impossible parce que ce n'est pas prévu pour. Donc vous êtes contraint par l'architecture à adopter ou à ne pas adopter certains types de comportements. Et évidemment, ce transfert de normes ou cette présence des normes dans l'architecture n'est pas quelque chose du tout de nouveau. Ce n'est pas nouveau sur le plan des idées. Pour ceux que cela intéresse, c'est évidemment une des grandes idées de Jeremy Bentham, l'idée qu'on peut intégrer des normes de comportement dans l'architecture et notamment dans l'architecture des prisons, qui a donné lieu à toute une littérature sur ce que Bentham appelait le panoptique, c'est-à-dire cette prison construite pour que les prisonniers se sentent tout le temps surveillés, même si en fait ils n'étaient pas surveillés en raison de la manière dont on organisait l'espace. Mais c'est une idée qui ne se retrouve pas seulement en philosophie, mais qui se retrouve également dans une littérature qui est d'ailleurs sous-exploitée ou sous-étudiée, qui est la littérature sur le management. Puisque la naissance de ce qu'on peut appeler le management, si vous allez lire des articles ou des ouvrages de 1894 ou de 1922, vous trouverez pas mal de choses qui se rapportent à ce contrôle par l'architecture, par les objets. Je cite simplement le cas de Henry Ford. Par l'organisation matérielle, par l'équipement et par la simplification des opérations, les ordres deviennent superflus. Il parle évidemment de l'usine. Et c'est bien l'idée qui est représentée d'ailleurs dans ce film formidable avec Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on voit comment le comportement est contraint par l'organisation technique de l'usine ou de l'atelier.
Et ce contrôle des comportements par l'architecture est d'ailleurs à la base d'un débat qui n'a pas arrêté d'opposer les juristes et les ingénieurs sur les meilleures méthodes pour réguler les comportements. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le cœur de notre sujet. Donc ça existe dans les idées, mais ça existe également dans les faits, et vous en connaissez une série d'exemples. On peut par exemple installer des ralentisseurs. C'est une manière d'intégrer une norme de comportement dans des objets, parce que si vous décidez de rouler plus vite que la vitesse autorisée, vous risquez de détruire votre véhicule. On peut les intégrer dans des briquets avec les sécurités pour enfants, où il faut une certaine force pour pouvoir allumer la flamme. On peut les intégrer dans des prises. On peut aussi, au lieu de se baser sur la définition prévue par le droit international de la frontière, décider, et c'est vraiment d'actualité, de construire un mur pour réaliser la même opération. Cette intégration des normes dans les objets, elle est d'ailleurs organisée dans certains cas directement par des normes spécifiques qui sont les normes techniques. Ce sont des exemples qui sont particulièrement nombreux dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Vous connaissez sans doute les normes ISO, dont un certain nombre visent à déterminer, par exemple, les distances de sécurité afin d'éviter que le bras ou la jambe d'une personne ne puisse pénétrer dans une zone dangereuse, ou que la distance minimale afin d'éviter l'écrasement de parties du corps d'une personne, etc., qui sont toutes des normes techniques spécifiant les caractéristiques d'une machine pour qu'elle soit moins dangereuse qu'elle pourrait l'être. Alors, cela étant, ce qu'on observe, et c'est ça le cœur du séminaire, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une extension du domaine de ces technorégulations en raison d'une double évolution. D'une part, le développement technologique, je vais y venir, et d'autre part, le développement d'une vision du monde, d'une idéologie relative à la manière de bien réguler et de résoudre les problèmes de régulation des comportements. Développement technologique, bien, de ce point de vue-là, j'attire spécialement votre attention sur le développement des réseaux de communication, puisque c'est véritablement l'endroit où se développent les principales évolutions qui vont nous concerner aujourd'hui. Le développement des réseaux de communication et de l'informatique, avec deux temps finalement. Un premier temps que nous avons pour la plupart tous expérimenté, même si il y a une certaine distance d'âge entre nous, c'est l'idée des réseaux de communication comme autoroute de l'information. L'idée qu'on allait pouvoir, avec l'Internet, bénéficier d'un grand avantage et avoir accès à des informations qui étaient lointaines et qui ne nous étaient pas facilement accessibles. L'idée que c'était formidable, on allait pouvoir accéder à la bibliothèque du Congrès, à la British Library, etc. Et ça, c'était finalement, je dirais, le premier temps du développement de l'Internet et des réseaux de communication. C'est cette idée qu'on va enfin avoir accès à des informations existantes qui vont simplement être numérisées. À ce premier temps vient s'ajouter un deuxième temps qui est complètement différent, une idée complètement différente. Cette idée complètement différente, c'est dire qu'en réalité, il faut développer une réplication numérique du monde, que le monde est information. Le monde n'est qu'information. Et comme le monde n'est qu'information, c'est une mine de données qui doivent être enregistrées, numérisées dans une réplique numérique, puis analysées pour en tirer des informations, voire pour trouver des solutions à des problèmes. Et c'est à travers cette deuxième phase, qui n'est plus du tout l'Internet comme accès à de l'information préexistante et préorganisée, mais l'Internet comme, ou plutôt les réseaux de communication comme instrument de réplication numérique du monde, qui va conduire au passage de ce que nous expérimentons comme le monde et ce dont il s'agira beaucoup ici, le monde intelligent, c'est-à-dire le monde tel qu'il évolue dans l'interaction entre le monde physique que nous expérimentons et la manière dont ce monde, cette réplique du monde, influe sur les actions des agents dans le monde physique. Alors,
ceci, évidemment, conduit à une démultiplication de l'information, puisque s'il faut numériser la totalité du monde, ça représente quand même beaucoup d'informations, et surtout si on enregistre à la fois tout ce qui existe, tout ce qui évolue, tous les comportements et toutes les rétroactions entre les individus et les nouveaux instruments et les réseaux de communication. Donc, on observe une énorme évolution sur le plan des masses de données qui sont conservées et stockées. Quelques indications de ce point de vue-là. Alors, l'humanité a produit autant d'informations, produit aujourd'hui autant d'informations en 2 jours qu'elle en a produit en 2 millions d'années. Le volume d'informations double actuellement tous les 18 mois. Google administre chaque jour 24 pétaoctets de données, c'est-à-dire 1000 fois la quantité de documents imprimés contenus au sein de la bibliothèque du Congrès. Et selon les prévisions des analystes, dont il faut toujours se méfier, en 2020, les flux de données seront 50 fois supérieurs à ceux actuels, c'est-à-dire qu'on arrivera à des flux de données de 40 zétaoctets, les zétaoctets étant 10 exposant 21 octets, donc c'est un chiffre très important, c'est tout ce qu'on peut en savoir, puisque c'est au-delà de ce qu'on peut, enfin en tout cas de ce que je peux imaginer. Donc de plus en plus d'informations, et ces informations, donc je le disais, ce n'est pas simplement qu'on numérise des livres, etc., c'est qu'on va aller chercher, ou on développe des technologies dans le but d'avoir accès à des informations de plus en plus précises sur un nombre de plus en plus important de choses, et ceci se marque par le développement des puces, des senseurs et des objets connectés qui se trouvent avoir fortement diminué de prix ces dernières années, avec des évolutions importantes. Alors évidemment, les puces RFID, c'était c'était la première chose qui a marqué les esprits. Les puces RFID, aujourd'hui, on est à 126 puces vendues chaque seconde, soit à peu près 4 milliards de nouvelles puces RFID par an. Après ça, il y a les MEMS, les Micro-Electromechanical Systems, qui sont des puces électroniques qui permettent de transmettre des données, sont des senseurs de la taille du micromètre. Et plus récemment, les NEMS, qui sont spécialement utilisés, qui ne sont pas un plat, qui ne sont pas un plat, mais qui sont des techniques utilisées plus récemment, spécialement dans le domaine médical, qui sont des puces, des senseurs, mais de niveau nanométrique. Et à ça s'ajoute les objets connectés eux-mêmes, dont le nombre progresse chaque jour. Alors l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe indique qu'il y avait 4 milliards d'objets connectés en 2010, qu'il y en a 15 milliards en 2015 et qu'il devrait en avoir entre 50 et 80 milliards en 2020. Alors ces objets connectés, vous les connaissez tous. C'est le bracelet Fitbit que vous pouvez porter, qui va mesurer, prendre votre pouls, votre tension, vous donner des indications sur la manière dont vous vous sentez. Alors, l'iWatch, évidemment, les petits robots malins pour mettre à la maison, pour surveiller grâce à la caméra la personne que vous avez engagée pour s'occuper de vos enfants. Ou, plus récemment, comme l'ont annoncé en grande pompe Microsoft et Fujitsu, les vaches connectées qui permettent donc une gestion plus automatisée des fermes. Bref, on peut tout connecter, on peut tout intégrer, on peut produire de la donnée finalement avec à peu près n'importe quoi. Alors, évidemment, cette réplique numérique du monde doit être étudiée pour en tirer des informations, elle doit être analysée, et pour ça, on bénéficie de développements importants, la gestion du big data, l'intelligence artificielle, qui permet d'exploiter et de gérer et de tirer des connaissances, encore à savoir si ce sont vraiment des connaissances, de l'ensemble de ces informations très très nombreuses. Par ailleurs, la connexion des objets, le fait que les objets soient connectés, permet éventuellement d'agir ou de rétroagir sur ce monde connecté via des algorithmes qui vont, par exemple, vous envoyer un message si vous avez plus ou moins bu, en vous informant que comme vous avez beaucoup bu, il n'est peut-être pas conseillé de prendre la voiture ou des choses de ce genre-là. Et par ailleurs, ces développements de l'intelligence artificielle qui peuvent travailler sur des bases de données extrêmement
absolument gigantesques, permettent de développer de nouveaux algorithmes qui eux-mêmes peuvent être implémentés dans des robots. L'exemple étant, et on y reviendra, la voiture Google, puisque la voiture Google n'est possible qu'à partir du moment où on peut examiner des modes via un big data, des manières de conduire et des manières de réagir par rapport à des événements dans la circulation. Alors, je disais, ça c'est sur le plan de l'évolution technologique. Vous avez également une dimension idéologique dans cette transformation, dans cette idée qu'il faut une copie numérique du monde. Et je dirais l'idéologie ou la vision du monde qui porte ces technorégulations, bien c'est d'abord cette idée qui connaît un grand succès comment il s'appelle, Evgeny Morozov a appelé le solutionnisme, cette idée qu'à tout problème complexe, il y a une solution simple et elle passe par une nouvelle application. C'est cette idée qu'on peut observer très généralement dans les déclarations des directeurs des entreprises de la Silicon Valley. Finalement, si vous avez un problème, il suffit de miner des données et de produire une nouvelle app qui sera disponible sur votre iPhone et qui vous permettra de résoudre les problèmes que vous rencontrez, allumer votre chauffage, résoudre les problèmes de l'environnement, garantir une circulation sans encombre, etc. etc. Cette première idée. Deuxième élément, je dirais, idéologique, cette conduite des comportements organisés par les technorégulations peut s'appuyer, c'est de plus en plus marqué sur une physique sociale, un terme qu'on avait un peu oublié depuis le 19e siècle, qui revient à l'avant-plan, sur une physique sociale rendue possible par le big data, puisque le big data nous permet enfin de travailler, non pas sur quelques observations, sur un petit questionnaire sociologique passé à 1000 ou 2000 personnes, mais sur la totalité des données, et donc de faire émerger des lois de l'organisation sociale, des lois des interactions humaines, et ceci, évidemment, est très important dans cette idée qu'on peut technoréguler le monde. Et d'ailleurs, cette vision, solutionnisme, physique sociale, cette vision-là, elle trouve à s'exprimer également dans une philosophie de l'histoire qui prévoit ou qui annonce la fin de l'Homo sapiens. Et il y a un auteur qui a beaucoup de succès pour l'instant qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui a écrit « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », dont la fin de l'histoire consiste à expliquer comment l'homme va être déplacé par l'Android, grâce notamment à Google, etc. Bref. Donc ça, c'est l'arrière-fond. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne, finalement, cette évolution Quelle signification de ces développements pour le droit Quelle signification, de manière plus générale, de ces développements pour la nature des normes et pour les fonctions traditionnellement dévolues au droit comme moyen de régulation de la société. Alors, on peut observer une série, là je vais commencer une sorte de liste. On peut observer, que je jette sur la table avant qu'on aille examiner dans les différentes conférences un certain nombre de ces développements, on peut observer un certain nombre de transformations qui sont directement liées à l'émergence ou au développement de ces nouvelles technologies. Premier, je vais d'abord le faire par secteur, parce qu'il y a des secteurs particulièrement touchés. Premier secteur que je voudrais mentionner, c'est évidemment le domaine de l'assurance. Le domaine de l'assurance qui s'investit de plus en plus dans la régulation des comportements en raison de ces nouvelles technologies, spécialement le big data. Pourquoi ? Parce que le big data transforme complètement la notion du risque que les assureurs sont amenés à prendre en charge. Alors que le risque était caractérisé ou était appréhendé comme quelque chose d'objectif à partir d'événements qui en marquent la réalisation, c'est-à-dire que les assureurs avaient des tables de mortalité, des fréquences d'accidents, etc., tout un ensemble d'informations statistiques présentées dans des tableaux, eh bien, le risque devient aujourd'hui quelque chose qui est lié au comportement des agents et dont on peut mesurer
dont on peut mesurer la probabilité enfin, on peut mesurer la prévisibilité, excusez-moi, on peut mesurer la réalisation d'un risque sur la base de profils qui sont réalisés de manière individualisée, disons, grâce au big data, parce que le big data permet de multiplier les données disponibles, en ce compris pour un individu identifié. Les brokers d'information, pour le plus gros broker d'information qui est américain, permet aujourd'hui, pour 700 millions de personnes, d'obtenir plus de 1500 informations, de types d'informations sur la personne spécifique dont il est question. Donc, ça commence à donner des éléments sur la base desquels on peut former un profil de risque. Et ceci, le fait qu'il y ait une transformation du risque ou de la manière d'appréhender le risque par les assurances conduit aussi à une implication des assurances de plus en plus importante dans le contrôle continu alors des comportements des assurés, tels que ces résultant en fait de nouvelles polices d'assurance qui prévoient non plus simplement des exclusions, des choses de ce genre-là, mais des obligations en termes d'équipement et des mécanismes de contrôle qui permettent de faire varier la prime d'assurance. J'en donne 3 exemples. Les assurances pour les voitures, avec des développements qui ont lieu en fait tout près de chez nous. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler l'assurance auto de Progressive Insurance, qui vous permet de bénéficier, si vous acceptez de brancher un petit appareil sur votre voiture, de bénéficier d'une prime en fonction de votre mode de conduite. C'est-à-dire qu'on va enregistrer en permanence votre comportement en voiture, et sur la base de votre comportement en voiture, on va fixer le montant de la prime, et cette prime sera évolutive. En France, c'est YouDrive qui a développé la chose, et YouDrive, c'est encore plus amusant, puisque vous branchez effectivement aussi je dirais un mouchard sur votre voiture, et vous pouvez ensuite regarder sur votre tablette quel est votre pourcentage de réussite par rapport aux standards de conduite qu'il aurait fallu suivre, et quelle sera votre économie sur la base de votre conduite actuelle. Donc vous arrivez à ce que finalement la prime d'assurance dépende véritablement de votre comportement, et donc l'idée, là maintenant c'est vendu par les assureurs, consiste à dire vous devenez vous-même acteur de votre police et donc aussi de votre santé. Alors, plus récemment, AXA France a lancé la maison connectée, qui est en fait une assurance habitation, mais qui est liée à la mise en place chez vous à la maison d'un certain nombre d'appareils connectés qui permettent de vérifier l'évolution de l'humidité, qui permettent de vérifier la présence de fumée et qui contactent immédiatement l'assureur si certains indicateurs signalent que, par exemple, il y a trop de fumée, risque de feu, etc., qui va pouvoir, à ce moment-là, prendre les mesures nécessaires pour qu'une intervention soit réalisée, que ce soit pour les dégâts des eaux, pour les dégâts incendies et autres. Alors, on peut même aller plus loin, ça c'est évidemment l'assurance vie, puisque l'assurance vie ou les assureurs qui assurent les assurances soldes restants dus, les assurances vie, etc., sont particulièrement intéressés à avoir des primes qui varient selon votre état de santé, surtout selon vos comportements. Si vous souscrivez une assurance, c'est John & Cock Vitality Programme, eh bien, comme vous pouvez le voir, vous recevrez un bracelet gratuitement, un bracelet Fitbit que vous devez vous engager à porter, et qui va alors mesurer si vous faites de l'activité. Est-ce que vous faites 7 000, 10 000 pas par jour? Si vous faites 7 ou 10 000 pas par jour, vous allez gagner un certain nombre de points d'avantage. Si vous faites 20 minutes de fitness, vous allez gagner des points avantages, et tout ceci va se répercuter sur votre prime. Donc c'est vraiment l'idée que, en fonction de votre comportement, eh bien, vous allez payer plus ou moins cher. Alors, ce n'est pas juste une folie américaine, puisque c'est pas juste une folie américaine, puisque AXA France a lancé quelque chose de similaire maintenant,
en prévoyant des primes. Si vous faites entre 7 et 10 000 pas par jour, eh bien, vous bénéficierez davantage sur votre contrat d'assurance vie. Alors, évidemment, ça n'a pas de limite, puisque les objets connectés, on le sait, ça peut concerner tout. Et donc, on peut très bien imaginer demain, puisque c'est quelque chose qui existe, qui a obtenu plein de prix, que vous serez obligé d'utiliser la fourchette EpiFork, qui mesure la durée totale de votre pas, le nombre moyen de coups de fourchette par minute, l'intervalle de temps entre chacun de vos coups de fourchette, qui vous propose des graphes, etc. Ce qui commence à ressembler furieusement à la machine à manger mise en place par l'entreprise où travaillait Charlie Chaplin dans les temps modernes. Alors, ces technologies de contrôle, on peut les rencontrer également, je ne dirais pas dans le détail ici, dans le domaine bancaire. Alors, dans le domaine bancaire, pour une série de raisons. Alors, d'une part, en tant que la banque est soumise à des régulations, et d'autre part, en tant que la banque elle-même octroie des crédits, prend des garanties, etc. Donc, sur les deux volets, à la fois en tant qu'elle est soumise à des régulations et en tant qu'elle impose des conditions à ses clients. Alors, en tant qu'elle est soumise à des régulations, bon, il y a une spécialiste ici qui est Pauline Bégas, qui nous a entretenu de cette question dans le détail l'année passée. On soumet aujourd'hui les banques à des obligations de plus en plus importantes et nombreuses, et notamment à des obligations en termes de reporting et de contrôle interne des risques. Mais ces obligations, ou le détail de ces obligations, ne sont pas toujours fixés par le droit. On délègue en quelque sorte la question de savoir comment réaliser ces contrôles aux banques elles-mêmes, qui vont donc mettre en place des systèmes de compliance. Ces systèmes de compliance étant eux-mêmes, dans certains cas, pour les grands organismes bancaires, fondés sur du big data. Alors, ce big data va évidemment, notamment, pour permettre de calculer en permanence, par exemple, les ratios de solvabilité, et au fond, déclencher une série d'actions pour les personnes qui se trouvent derrière leur écran et que vous rencontrez dans les banques, qui d'ailleurs ne font plus qu'exécuter les ordres qui leur sont donnés par l'ordinateur, puisque en fonction de est-ce qu'on peut encore faire du crédit hypothécaire, on ne peut plus faire de crédit hypothécaire, on doit vendre tel produit, on ne peut plus vendre tel produit pour respecter les règles, eh bien, vous allez avoir l'employé de banque qui va être soumis, ces petites lumières vertes et rouges si vous demandez un crédit, vont s'allumer différemment selon l'analyse automatisée qui est réalisée sur l'ensemble des avoirs. Alors, évidemment, ce big data, ou le big data, est également utilisé, mais c'est très difficile d'en donner des exemples concrets parce que l'information n'est pas disponible, mais est également utilisé pour calculer votre scoring personnel. Vous demandez un crédit, vous souhaitez acheter un bien, eh bien, il y a un scoring qui est réalisé. Ce scoring n'est plus réalisé simplement, en tout cas, pas dans, ça dépend des États, mais n'est plus réalisé simplement sur la base de vos revenus et de vos charges. Il va être déterminé sur la base de tout un ensemble d'autres informations, à laquelle vous n'avez d'ailleurs pas accès, qui sont calculées dans une black box, c'est-à-dire un big data qui va regrouper tout un ensemble de données et sur base d'observations qui auront été faites que, par exemple, les gens qui sont nés le lundi, bon j'exagère, mais les gens qui sont nés le lundi ont tendance à moins rembourser leurs prêts, on pourrait éventuellement vous refuser. Il y a un livre complet consacré à cette question qui a été publié récemment, qui s'appelle d'ailleurs Black Box Society, que je vous invite à lire. Ces techno-régulations, alors on voit bien pourquoi on régule, parce qu'on régule d'une part les comportements de toutes les personnes qui se trouvent dans la banque avec les programmes Compliance Software et Big Data. On régule le comportement des emprunteurs pour autant qu'ils aient accès de temps en temps à 2-3 informations sur ce qu'ils doivent faire pour être solvables. Et on va même plus loin, puisqu'on crée de nouveaux types de garanties. Nouveaux types de garanties pour les mauvais payeurs. Vous voulez emprunter pour acheter une voiture, mais malheureusement, vous n'avez pas le profil pour emprunter auprès des banques pour différentes raisons. Eh bien, vous pouvez vous adresser à certaines banques qui ont développé des produits spécifiques, à savoir, à nouveau, un appareil que vous installez dans votre voiture et qui va vous empêcher de démarrer si vous n'avez pas payé votre retraite. Donc, vous n'avez pas payé votre retraite du mois de janvier. Tant que vous ne l'aurez pas payé, vous ne pourrez pas démarrer parce que
la banque aura bloqué votre appareil. C'est au fond ce qui se passe quand vous ne payez pas votre abonnement de GSM, mais ça peut s'appliquer en réalité à tout type de bien. Dès lors qu'il est connecté, on peut mettre fin à son usage. Autrement dit, une nouvelle sûreté issue de la pratique, une sûreté dans les choses qui est constituée ici, et c'est une pratique qui existe évidemment en Europe, en Grande-Bretagne spécialement, et aux États-Unis. Évidemment, en Belgique, ce n'est pas encore le cas. Alors, ces technorégulations, le fait qu'on intègre des instruments techniques dans les objets, dans le but de en fait, réaliser un contrôle sur leur usage ou réaliser un contrôle sur les agents qui souhaitent les utiliser, eh bien, ça se passe aussi par tout un ensemble d'autres choses. Par exemple, les éthylotests intégrés dans les voitures qui empêchent la voiture de démarrer si vous avez bu. C'est déjà obligatoire en Suède si vous avez été contrôlé en ayant bu un peu trop. Les logiciels qui permettent de détecter sur les imprimantes 3D si vous êtes en train d'essayer d'imprimer une arme à feu. Ou encore, alors c'est évidemment ça c'est le sommet de l'horreur, l'intégration de puces RFID directement sous la peau des employés. Alors, ce n'est pas encore une technique généralisée, notamment pour limiter l'accès à certaines parties de l'entreprise, pour l'accès à des documents sécurisés ou des choses de ce genre-là. Alors, ce n'est pas encore une pratique si courante, en tout cas connue, mais on a des cas. En 2004, à Mexico, l'avocat général et ses proches collaborateurs, pour limiter l'accès au dossier. En 2006, citywatcher.com aux États-Unis, dans le cadre d'une entreprise de surveillance des maisons, etc. Et en 2015, Epicenter en Suède, une société qui développe des produits informatiques. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, limitation de l'accès, impossibilité de démarrer la voiture, impossibilité d'imprimer votre arme à feu, on est dans un régime qui se veut être un régime de prévention parfaite. En réalité, on ne vous demande pas si vous n'êtes pas amené à prendre... Votre volonté ne prend pas part à la question de savoir si vous allez respecter la norme ou pas. La norme est obligatoirement respectée parce qu'elle est totalement intégrée dans l'instrument. Elle est totalement intégrée dans la chose. Ceci... Alors, à côté de la prévention, vous avez aussi l'exécution automatique, qui est un petit peu différente. L'exécution automatique de la règle et éventuellement donc, de sa sanction. Deux exemples. Content ID, que vous connaissez peut-être. Content ID, qui est donc une technologie qui a été développée par Google, qui est donc mise en œuvre notamment sur YouTube, qui permet aux propriétaires, aux titulaires d'un droit de propriété intellectuelle, d'enregistrer auprès de YouTube une empreinte digitale des contenus sur lesquels elle estime avoir des droits. Et YouTube et ID Content va automatiquement vérifier sur l'ensemble des contenus sur YouTube, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un matching, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des contrefaçons qui ont été réalisées. Alors, jusque-là, tout va bien, mais ça va plus loin, puisque si vous avez mis sur YouTube une vidéo et que vous avez décidé, comme le permet YouTube aujourd'hui, de monétiser cette vidéo, c'est-à-dire d'accepter que YouTube mette des clips publicitaires et de recevoir en contrepartie quelques cents par personne qui aura visionné votre vidéo, eh bien, si votre vidéo est identifiée par Content ID et que le titulaire des droits le souhaite, Content ID modifie immédiatement le destinataire de cette rémunération, puisque vous n'êtes pas le titulaire du droit de propriété intellectuelle, et bien finalement c'est Universal Record qui recevra les droits pour la vidéo, ça c'est le cas réel, pour la vidéo de votre enfant qui danse sur une musique de Prince. Donc c'est vraiment l'exécution automatique en l'occurrence du droit de la propriété intellectuelle. Évidemment, après ça, vous pouvez toujours aller en justice. Mais en attendant, vous n'aurez pas, pendant tout le temps qui sépare le moment où l'action, où vous pourrez défendre vos droits, bien vous ne percevrez pas les
vos droits. Alors, il y a évidemment cette idée, on en a encore parlé tout récemment, de la route intelligente. Alors, la route intelligente qui permet plein de choses, qui permet évidemment à la fois de produire de l'électricité, à la fois de vous avertir si vous risquez de sortir de la route, etc., ou de vous indiquer s'il y a du gel ou pas. Eh bien, les routes intelligentes peuvent également, il y a un projet qui est en cours, simplement mesurer la vitesse à laquelle vous roulez et vous envoyer de manière automatique une amende pour dépassement de la vitesse autorisée. C'est l'exécution automatique également. Alors, je passe à autre chose de plus compliqué. C'est tout ce qui concerne, et là on aura 2 exposés sur cette question, mais c'est la blockchain technology. La blockchain technology, c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de simple. C'est le fait de créer une sorte de base de données dont la garantie de l'authenticité de chacune des inscriptions est réalisée non pas par un tiers garant des échanges, par exemple, mais est garantie par l'ensemble des utilisateurs de la base de données. Autrement dit, cette base de données est distribuée sur l'ordinateur de tous les utilisateurs. Et à chaque fois qu'une opération est réalisée, eh bien, je simplifie beaucoup, mais à chaque fois qu'une opération est réalisée, eh bien, cette opération est intégrée à la base de données et distribuée ou garantie. Son inscription est garantie par l'ensemble des utilisateurs de la blockchain. C'est la technologie sous-jacente au Bitcoin, mais qui peut faire beaucoup plus de choses que le Bitcoin. C'est la technologie sous-jacente au Bitcoin, puisque chaque fois que vous échangez des Bitcoins, en réalité, on rajoute un bloc dans la blockchain, et ces blocs sont chaque fois garantis. Alors, en fait, c'est garanti par un système cryptographique que Jonathan Unikowski vous expliquera certainement dans le détail le 10 novembre. Chaque fois que vous faites une nouvelle transaction, c'est intégré dans la blockchain. Alors, ceci a un avantage, ou l'idée de ceux qui ont construit ce système, est qu'au fond, avec ce système, ce système de la blockchain, vous passez du web comme une infrastructure de publication à la blockchain comme une infrastructure de certification distribuée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez intégrer une donnée ici, cette donnée sera en fait certifiée comme étant une écriture authentique par l'ensemble des acteurs qui utilisent la blockchain, et ceci constitue finalement la base d'un mouvement qui est le Trust Free Movement, cette idée qu'on pourrait en fait organiser tout, l'économie, le droit, toute chose où on a recours généralement à un tiers garant, on pourrait l'organiser sur la base d'un système de blockchain, puisque finalement, on peut avoir une garantie de l'exécution des opérations par le système distribué, qui est donc le tiers serait donc le programme ou le système cryptographique. Et comme l'idée qu'on ne fait pas confiance, ce mouvement a tendance à ne pas faire confiance aux tiers, par exemple aux banques centrales, eh bien, ce système peut produire des effets. Mais les applications de la blockchain sont beaucoup plus larges que la création de monnaie virtuelle comme le Bitcoin. On peut par exemple, à partir du moment surtout où on a des smart properties, c'est-à-dire à partir du moment où on a des propriétés réelles ou virtuelles qui sont connectées et dont on peut gérer ou non l'accès, on peut donc créer des smart contracts, c'est-à-dire non pas simplement mettre des opérations dans les blocs certifiés par l'ensemble des utilisateurs de la blockchain, mais on peut y mettre non seulement des opérations beaucoup plus complexes, notamment avec des conditionnalités. Si X, alors Y, etc. Et donc on peut, selon le rêve de Nick Szabo, mettre en place des smart contracts. Les smart contracts sont donc des contrats qui
qui facilite, vérifie et exécute les contrats. Enfin, ce sont des contrats, ce sont des protocoles qui facilitent, vérifient et exécutent les contrats, pour autant qu'on puisse transformer, qu'on puisse faire du reverse engineering et qu'on puisse transformer les contrats qu'on souhaite transformer en smart contracts en dry code, puisque l'idée le principe des smart contracts, c'est l'idée que les contrats sont souvent mal rédigés parce qu'ils sont... C'est ce que les défenseurs... C'est ce qu'eux disent. Les contrats sont souvent mal rédigés parce qu'ils ne sont pas clairs, les termes ne sont pas univoques, etc. Et donc, il faut transformer le wet code des contrats rédigés par les juristes en dry code, c'est-à-dire en informations qui peuvent être données ou intégrées dans un algorithme qui sera exécuté de manière automatique. Alors, cette possibilité, ces smart contracts rendus possibles par la blockchain, qui vont faire que vous allez, par exemple, pouvoir réaliser une vente, mais où le colis qui vous arrive, qui lui-même est doué d'une puce RFID, le colis qui vous arrive, ou mieux encore d'un émetteur, le colis qui vous arrive, au moment où le colis arrive devant votre porte, c'est seulement à ce moment-là que de manière automatique et sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, le montant de l'achat est libéré. Alors, évidemment, les possibilités sont multiples. On peut créer des testaments en smart contracts. On peut réaliser 1000 choses. On peut spécialement réaliser pour l'instant, c'est surtout à ça que c'est utilisé pour l'instant, des contrats financiers et tout particulièrement des produits dérivés, puisqu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont actives dans l'ingénierie financière et qui utilisent la technologie de la blockchain pour mettre en place des produits dérivés, contrats de swap notamment, à l'intermédiaire de cette technologie de la blockchain. Mais cela dit, on peut faire d'autres choses. Il existe déjà le contrat de mariage sur la blockchain, qui, vous voyez, Create a Family Trust, qui prévoit tout un ensemble de règles gérant le patrimoine familial, etc. Et il existe encore bien d'autres choses qui fonctionnent sur ce modèle-là. Vous avez Bilateral Settlement Over-the-Counter Derivatives Trades. Vous faites des opérations en 15 secondes, totalement en peer-to-peer, puisque vous n'avez de nouveau pas, vous n'avez pas de clearing house au milieu, ou d'autres options qui sont possibles, notamment une application qui a été développée sur Ethereum, qui est un système qui utilise la blockchain, qui vous permet, qui propose en fait, ils disent « If you can lock it, we will let you rent, sell or share it ». L'idée consistant à dire, on peut, en fait, si vous pouvez mettre une serrure électronique sur votre maison, des choses comme ça, eh bien nous, on peut organiser via notre plateforme l'ensemble de la mise en location du bien, etc., avec des accès automatisés, directement liés à des smart contracts qui vont assurer le paiement, etc., etc. Et on peut aller beaucoup plus loin encore, puisque les créateurs de ces plateformes qui permettent de travailler avec la blockchain veulent permettre in fine la création des Decentralized Autonomous Organization, qui est en fait une série de smart contracts plus ce qu'ils appellent des oracles. C'est-à-dire, il s'agit ici de faire en réalité fonctionner une entreprise ou une société, mais en faisant fonctionner l'ensemble de la société sur la base de règles qui sont préétablies, qui s'appliquent de manière automatisée, et qui, cette société garantie par la blockchain, va pouvoir réaliser une série d'opérations et dans certains cas, lorsque une décision humaine est nécessaire, faire réaliser des votes informatisés qui seront réalisés sur la base des clés des clés cryptées que les propriétaires, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de propriétaires dans ce genre de structure, les propriétaires de cette organisation autonome, je ne sais plus ce que je disais, les propriétaires de cette organisation autonome donc, pourront voter sur la base d'une clé, sécurisée. Et donc, vous pouvez imaginer, on n'a pas encore vu beaucoup, il n'y a qu'un exemple, mais c'est assez récent,
on peut imaginer véritablement le fonctionnement complet d'une société sur la base de ces structures blockchain, sachant que la manière dont la chose est proposée, c'est de dire, développez d'abord votre société comme une organisation autonome décentralisée sur la blockchain, et puis ensuite, en fonction des opérations que vous voulez réaliser, vous allez quand même créer des sociétés en Irlande, aux États-Unis, selon les besoins du moment. Mais vous continuerez à avoir cette structure qui vous permet d'avoir un conseil d'administration, une répartition des dividendes, etc., qui se fait de manière totalement automatisée et garantie par la blockchain, et qui est en fait la structure qui se trouve derrière l'ensemble des structures juridiques au sens strict que vous allez créer. Dernier élément, j'en arrive évidemment aux choses les plus impressionnantes, dernier élément que je mentionne, c'est évidemment The Rise of Robots. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu différent, parce que jusqu'ici, les exemples que je vous ai donnés sont des cas où on utilise les nouvelles technologies et on intègre dans des objets des dispositifs qui visent à contrôler le comportement humain. In fine, dans l'ensemble des exemples que je vous ai donnés précédemment, il s'agit de contrôler des comportements humains, savoir si M. X va payer ou pas, savoir si vous allez fumer ou manger au rythme adéquat pour continuer à bénéficier de votre prime d'assurance ou pas. Avec les robots, on arrive à quelque chose d'un petit peu différent, puisque la question qui se pose, elle se pose d'abord aux ingénieurs, mais à un moment donné, elle se pose quand même aussi aux juristes, c'est de savoir comment on fait pour que le robot respecte un certain nombre de règles qui soient les mêmes, ou en tout cas similaires à celles qui sont appliquées aux acteurs humains, spécialement lorsque les robots et les humains sont mis en concurrence. Alors des robots... on est bien loin encore des choses qu'on peut voir dans les films de science-fiction, avec des robots qui interagissent pleinement, qui parlent, qui inventent des histoires. Mais on a déjà des robots, spécialement au Japon, qui sont utilisés pour s'occuper des personnes âgées. Vous voyez là un robot qui fait la gymnastique avec un monsieur, donc ils peuvent faire d'autres choses. Vous avez évidemment les voitures sans pilote, où là, on a l'impression que les choses évoluent quand même à une certaine vitesse, puisque tout le monde est sur toutes les grandes entreprises semblent être sur le coup. Et on a évidemment ce qui a fait le plus de bruit, spécialement dans le monde du droit international, les systèmes d'armes autonomes, autrement appelés les robots tueurs, qui sont donc toutes des réalisations en robotique qui posent des problèmes de régulation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soit autonomes, soit semi-autonomes dans leur comportement, et que donc ils posent des tas de questions. Alors ils posent des questions, je vais d'abord parler de la voiture Google, ils posent des questions qui sont intéressantes mais qui ne paraissent pas absolument centrales pour ce qu'on dit ici, notamment des questions au droit de l'assurance, qui, en cas d'accident d'une voiture Google autonome, qui est responsable, est-ce que c'est le conducteur, est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est celui qui a créé le code, etc. Donc c'est toute une question, mais pose des questions peut-être plus fondamentales encore dans d'autres cas, spécialement le cas des systèmes d'armes létales autonomes. Alors dans le cas des systèmes d'armes létales autonomes, donc c'est déjà prêt, disons, à être utilisé. Par exemple, la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est protégée par des systèmes d'armes létales autonomes, sauf qu'on n'a pas activé l'autonomie. C'est-à-dire qu'il est encore nécessaire, enfin c'est ce qu'il dit en tout cas, il est encore nécessaire que quelqu'un appuie sur le bouton pour déclencher le feu. Mais sinon, la technologie est disponible, et la question est de savoir comment est-ce qu'on fait évidemment si on ne l'interdit pas, on ne l'a pas encore interdit, si on ne l'interdit pas, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des normes qui ressemblent un tout petit peu aux contraintes qu'on impose aux soldats humains pour interagir sur le champ de bataille? Comment est-ce qu'on intègre au fond les règles du droit international humanitaire dans un robot? Et puis, alors après, il y a toute la question de savoir si on doit être favorable à ce développement ou pas favorable à ce développement, mais si ce développement a lieu, comment est-ce qu'on fait pour qu'il respecte certaines choses? Et quelle est l'influence, notamment, de la manière dont on pourra éventuellement transposer ou implémenter ce droit humanitaire dans le robot, et sur les concepts même du droit humanitaire?
Hein, prends l'exemple, la distinction entre objectifs militaires et objectifs civils. Hein, finalement, le robot ne pourra pas faire le même type, n'aura pas jamais le même type d'appréciation qu'un être humain. Donc on va devoir lui implémenter des règles qui vont lui permettre de faire la distinction. Mais ces règles, finalement, vont venir préciser la notion d'objectif militaire tel que prévu par le droit humanitaire. Et donc, est-ce que le concept d'objectif militaire sera toujours le même une fois qu'on aura totalement implémenté cette notion dans le robot? Voilà des questions qui se posent. De manière plus concrète et plus immédiate encore, c'est la régulation, et là on a Tylène qui travaille là-dessus, la régulation du trading à haute fréquence algorithmique. Vous savez qu'aujourd'hui, à peu près 60% des échanges qui se font sur la bourse de New York et de Londres sont réalisés par des machines de high frequency trading qui passent des ordres sur la base d'algorithmes. Et un certain nombre de questions se posent du point de vue de leur régulation. Comment est-ce qu'on fait pour réguler ces robots? D'autant plus qu'ils font des opérations à la milliseconde. Alors, est-ce qu'on fait une régulation ex post, c'est-à-dire on attend qu'il se passe quelque chose, et à ce moment-là, éventuellement, il y a une intervention du régulateur, mais avec le risque qu'il y ait déjà eu des centaines de millions qui ont été perdus, ou est-ce qu'il y a lieu de faire autrement? Et pour le coup, que fait le législateur? Il fait autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On dit en fait, c'est la directive, c'est le règlement MiFID II, on dit en fait que les opérateurs de ces de ces machines à faire du high frequency trading, doivent en fait mettre en place en interne de leur système des contrôles de risque pour s'assurer que la machine respecte le droit. Sauf que comment est-ce qu'on fait pour que la machine respecte le droit? Ça, c'est pas dit. Donc, vous allez développer, alors ce qu'on va développer, c'est des normes techniques, des standards, etc., qui vont permettre d'implémenter dans la machine même le contenu des normes qui s'imposent normalement aux opérateurs qui interviennent sur les marchés financiers. Sauf que ce faisant, le droit sera sans doute aussi complètement transformé. Et surtout, quelle sera la place, pour le coup, quel droit sera en fait transposé à partir du moment où ce seront des ingénieurs qui vont le faire et où les juristes auront une part relativement limitée, puisqu'en fait il s'agit de programmation, donc de chiffres, et que tout le monde s'entend à dire que si on fait du droit, c'est quand même un peu parce qu'on n'aime pas les chiffres. Idem pour la protection des données vie privée. Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant avec les directives qui devraient passer très prochainement, devraient très prochainement être adoptées sur la directive sur la protection des données personnelles? Au fond, on impose la mise en place de contrôles par défaut et de contrôle de systèmes de protection des données personnelles à la conception. Protection des données personnelles à la conception, ça veut dire que les acteurs, les responsables du traitement de l'information doivent, dans le système qu'ils utilisent pour gérer l'information, prévoir au moment de la conception des règles internes. En l'occurrence, s'il s'agit de bases de données ou de systèmes automatisés dans les algorithmes, des moyens de garantir un certain standard de protection des données personnelles, et ceci à la conception, c'est-à-dire que finalement, le droit doit être implémenté, ou certains aspects du droit doivent être implémentés dans les réseaux qui font circuler l'information. Et en plus de ça, non seulement, finalement, on délègue de fait la mise en place ou l'implémentation du droit dans les robots ou dans les machines aux acteurs qui en sont les propriétaires, mais en plus de ça, on pousse aussi, il y a une tendance à pousser également le mouvement vers une connexion de plus en plus importante des objets. Je prends qu'un exemple qui est très récent, c'est l'e-call regulation au niveau de l'Union européenne, où, à partir de 2018, toute nouvelle voiture qui sera produite devra disposer d'un système interne qui fera l'appel automatique du 112 lorsque la voiture sera en difficulté. C'est super. Simplement, ce qu'on observe dans une série de domaines, c'est qu'une fois qu'on a mis en place une prise, puisqu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, une fois qu'on a mis en place une prise
pour avoir le contrôle d'un objet, bien, aujourd'hui, on va mettre l'appel automatique du 112, mais demain, on ajoutera, par exemple, l'assurance au kilomètre, par exemple, enfin, tout un ensemble, ou la taxe au kilomètre, tout un ensemble d'autres contraintes qui vont passer à nouveau, dont l'exécution va passer à nouveau par ces technologies. Et alors tout ça, si on les met ensemble, tous ces exemples que je vous ai donnés de technorégulation, qu'on peut d'ailleurs connecter entre eux, on peut mettre en place un smart contract qui est lié à des outils, à des objets connectés, etc. Mais toutes ces choses mises ensemble donnent peut-être une idée. Alors là, c'est plus une image, mais qui correspond quand même à quelque chose de réel. Et cette image, c'est la Smart City. Vous savez qu'on parle beaucoup des Smart Cities pour l'instant. Il y en a une qui va être finie bientôt à Sangdo, qui est cette idée d'avoir une ville qui s'autogère, où quand vous jetez votre sac poubelle, il est aspiré par un aspirateur, il va directement à la gestion des déchets. Si vous voulez circuler, vous devez utiliser les voitures spécifiques de la ville qui vont gérer le trafic de manière automatisée, etc. Donc finalement, ce monde des Smart Cities, en tant que, toujours à des degrés divers, ils intègrent des objets connectés, des objets qui contiennent eux-mêmes des règles ou des normes, si finalement il s'agit d'un monde qui sera 100% conforme, et donc s'il s'agit de quelque chose par ailleurs de souhaitable. Et j'en profite maintenant pour conclure avec quelques observations. Alors, le droit dans les choses 3.0. Alors, je voulais ici donner plutôt une série d'exemples à l'appui de l'hypothèse de cette sorte de migration des normes vers les dispositifs techniques, à la fois pour contrôler les humains, mais aussi pour contrôler quelque chose qui, en tout cas dans certains secteurs, est tout à fait nouveau, de contrôler des robots qui sont amenés soit à interagir avec les humains, soit à interagir entre eux, soit à être en compétition avec les humains. Et donc, j'espère que ces éléments vous ont en tout cas montré l'intérêt de s'intéresser, ne fût-ce que s'intéresser à ces développements. Alors, ces techniques de contrôle et de régulation, parce qu'au fond, dans bien des cas, il s'agit de techniques de contrôle et de régulation qui sont rendues possibles par le développement des nouvelles technologies, évidemment, peuvent être utilisées par le privé comme par le public. On aurait pu prendre des exemples en droit administratif où on exécute de manière automatisée l'envoi le calcul du montant du chômage, enfin tout un ensemble de choses qui existent et qui sont déjà mis en place. Et donc, de ce point de vue-là, s'intéresser à ces techniques de contrôle et de régulation, c'est s'intéresser à des manières de produire de la règle et qui peut être à la disposition d'un peu tout le monde. Alors, ces règles, elles ne sont pas neutres, évidemment. Aucune règle n'est neutre. D'ailleurs, ces règles ne sont pas neutres. Et alors, elles ne sont pas neutres d'un double point de vue. Elles ne sont pas neutres, je dis, matériellement, c'est-à-dire dans le contenu des normes que ces technologies ou ces technorégulations intègrent. Ça, c'est une évidence. Ce ne seront pas les mêmes normes qui vont être intégrées selon par exemple, le contrôle du high frequency trading est laissé au secteur, ou si le contrôle du high frequency trading est donné à la commission bancaire et financière, etc., ce ne seront pas les mêmes normes qui seront intégrées. Ça, c'est une chose. Mais elles ne sont pas non plus neutres formellement, j'ai envie de dire. Elles ne sont pas neutres formellement dans le sens où ces techniques, c'est ce que je disais tout à l'heure, créent des prises qui font que finalement, on rend possible le contrôle de certains comportements qu'avant, en fait, on ne pouvait même pas imaginer contrôler. Si on met des roues intelligentes ou si on intègre des fourchettes qui calculent votre coup de fourchette, etc., on peut éventuellement, à un moment, accéder à, alors d'une part, à des informations qu'on n'avait pas avant, mais aussi, on peut aussi réguler des choses qu'on ne pouvait pas réguler avant parce qu'on s'est donné les moyens. Donc là, il y a une neutralité de la technologie, si vous voulez, sur le contenu des normes précises qui sont implémentées, mais il n'y a pas de neutralité de la technologie sur le fait qu'on augmente l'espace de régulation possible, l'espace où la contrainte sur les comportements peut s'exercer. Alors, les effets sur le droit. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur même ce qu'on appelle classiquement le droit, il y a une modification, dans certains cas, des équilibres sous-jacents. Spécialement en droit des contrats, parce que au fond, si je prends l'exemple de la voiture avec cette sûreté
c'est-à-dire que si vous ne payez pas votre traite, vous ne pouvez plus rouler, vous modifiez complètement le fonctionnement des choses. Aujourd'hui, vous avez votre voiture qui ne roule pas, parce que vous ne payez pas votre traite, il va se passer tout un ensemble de choses avant que vous ne puissiez plus rouler. Il va d'abord y avoir éventuellement un juge des saisies, etc. Il va se passer 1000 choses, mais avant qu'on vous saisisse votre voiture, vous aurez pu encore au moins travailler pendant quelques mois. Il y a donc une modification de ce point de vue-là de l'équilibre des acteurs dans le contrat. C'est le cas pour en fait tous les self-executing, tous les smart contracts, parce que vous modifiez en rendant les choses, en permettant qu'elles soient auto-exécutées. Ben, vous ne pouvez plus, par exemple, invoquer, si vous voulez invoquer la force majeure, imaginons ça, ben, vous ne pourrez plus l'invoquer, du moins, vous devrez l'invoquer a posteriori, et demander qu'on vous rembourse. Et donc, ça modifie, l'utilisation de ces mécanismes modifie quand même les rapports sous-jacents. D'autre part, il rend le droit beaucoup plus rigoureux. Et beaucoup plus automatique que la manière dont il a été pensé. Quand on pense, ce que certains sont en train de faire avec le code de droit américain, ils essayent d'en réaliser une transformation du code américain en algorithme. Si les normes, quand elles ont été adoptées sur la base des moyens de mise en œuvre et de contrôle qu'on a fait. Si demain, vous mettez en place l'application, même si c'est totalement fou, on ne saurait pas le faire, mais si vous mettez en place l'application automatique de toutes les règles prévues par le législateur en Belgique, plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment aussi une transformation, c'est-à-dire qu'en fait, le droit est relativement inefficace. Et c'est parfois une chance, et c'est seulement à l'occasion d'un problème qu'on va alors mobiliser telle ou telle règle de droit pour trouver une solution à un problème spécifique. Mais il n'a pas vocation à être en fait le code de fonctionnement d'un programme informatique. Alors, par ailleurs, ces instruments ou ces technorégulations, ben, forcément, dans certains cas, ils précisent le droit. C'est le cas dans le domaine de la compliance. Lorsque on dit vous devez prendre vos contrôles internes pour respecter la législation, vous allez avoir des standards de marché qui vont se développer. Et finalement, respecter la législation, ce sera acheter le programme de telle ou telle entreprise qui est bien classée dans les entreprises qui réalisent le big data pour faire le rapport trimestriel des banques. Mais dans certains cas, ces instruments de technorégulation peuvent également avoir vocation, ils ne réussissent pas toujours, mais à remplacer le droit. Puisque si à un moment, votre smart contract vous donne plus de garanties sur l'exécution de votre contrat ou de l'accord que vous avez passé, que le recours à un contrat écrit régi par le Code civil, il y a une concurrence entre des moyens entre des instruments normatifs qui peuvent se faire, en tout cas, en faveur de ces technorégulations. Et d'ailleurs, la personne qui viendra parler ici des blockchain technologies et smart contracts, qui est le directeur de Eris Industries, a développé, en fait, des smart contracts en Somalie pour pallier à l'inefficacité de l'ordre juridique somalien. Alors, évidemment, ça pose aussi d'autres problèmes, c'est que plus on intègre les normes dans les objets, plus le droit est intégré dans les choses, plus en fait on rend simplement impossible l'infraction, plus le droit devient redondant par rapport à l'environnement. Et donc là, c'est l'hypothèse évidemment dramatisée, mais l'hypothèse de l'essoufflement du droit ou de la mort du droit, en tout cas pour la gestion de certains domaines, a du sens, parce que si le droit est juste redondant par rapport à ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire, ça n'a plus de sens d'édicter des normes de droit. Autrement dit, si vous pouvez de toute façon plus rouler à 50 km/h, ça ne sert à rien de dire qu'on peut pas rouler au-dessus de 50 km/h, et donc ça fait tomber un certain nombre de règles qui sont aujourd'hui d'application. Alors ce passage de l'herméneutique, c'est-à-dire ces règles de droit qu'on édicte, qu'on interprète, qu'on discute, avec lesquelles on va voir un juge, etc., vers un modèle technomanagérial, alors ça implique aussi un déplacement de la science du droit, des sciences humaines vers les sciences polytechniques, les sciences de l'ingénieur.
Et c'est quelque chose qu'on peut observer petit à petit, notamment aux États-Unis, où il y a de plus en plus de programmes, notamment, ou d'idées de programmes, notamment MIT School of Law. MIT a acheté une faculté il n'y a pas longtemps, avant même qu'elle soit accréditée, parce que l'idée est de créer des programmes conjoints, évidemment, avec des juristes qui font aussi un peu d'études des sciences de l'ingénieur, pour des raisons qu'on voit bien et qui sont évidentes. Les juristes connaissent le droit, c'est très bien, mais ce serait quand même pas mal s'ils avaient aussi 2-3 compétences pour aider, l'idée n'est pas de leur faire tout le travail, mais pour aider à imaginer comment est-ce qu'on peut faire migrer les normes juridiques et les effets attendus de ces normes juridiques vers des dispositifs techniques. Et puis, évidemment, et ça c'est pour conclure, sortant alors de points très spécifiques des technorégulations, on peut se demander plus généralement quelle anthropologie philosophique, c'est un point que je pense important, quelle anthropologie philosophique se trouve derrière cette approche technomanagériale, parce que je mettais l'exemple de la machine à manger avec Charlie Chaplin, mais véritablement dans un système où quand on conduit, on ne peut pas dépasser la vitesse parce que sinon on reçoit une amende. On doit suivre les recommandations de son GPS. On doit par ailleurs allumer son téléphone pour garantir à son employeur qu'on est arrivé à temps, etc. On a sa puce RFID pour ouvrir la porte, etc. Les marges de liberté sont relativement étroites. Et alors on se demande si finalement la question du robot, dans la question de la robotique, du développement de la robotique, si dans ce développement des technorégulations, le robot finalement, ce n'est pas en fait l'être humain qui agit dans un environnement technorégulé. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention.